David Dinota, bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. C'est Vous avez moi. publié ce livre au Cherche Midi, J'ai exécuté un chien de l'enfer, rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. Oui. J'ai exécuté un chien de l'enfer étant la phrase de l'assassin de Samuel Paty juste après son crime. Vous êtes dramaturge, vous êtes docteur en sciences politiques. Comment on en vient à s'intéresser à ce crime? Pourquoi écrire ce livre qui est un compte-rendu implacable de tout ce qui a conduit à ce crime? Oui. Euh, Pourquoi écrire sur... d'abord et avant tout parce que je ne voulais pas que le seul discours entendu et partagé soit celui de son administration. J'ai très tôt eu conscience que cette histoire allait être racontée d'une façon extrêmement biaisée et que surtout la parole du premier concerné ne serait pas prise en compte, ce qui me paraît poser problème. Donc j'ai véritablement, et là c'est le lien avec le romancier, je pense qu'on ne peut pas être romancier sans avoir un goût pour le singulier, avec le sentiment que c'est du singulier qu'il faut partir toujours. Et donc je me suis dit, je vais raconter cette histoire, reprendre l'engrenage du point de vue de Samuel Paty et non pas du point de vue de son administration. C'est pour ça que le rapport officiel a pour titre les événements survenus au Collège du Bois-d'Aulne. Hein, le nom de Samuel Paty n'est pas cité, alors que le mien s'appelle bien sûr Rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. Donc, déjà, d'une certaine manière, tout est dans le titre. Rien que ça, c'est totalement significatif. C'est-à-dire que vous citez en effet tout le travail de l'administration qui est, j'allais dire, le personnage central Tout à fait, de votre livre. Et ce n'est absolument. pas anodin puisqu'on va y revenir, mais vous parlez en fait d'un crime institutionnel. Oui, Et dans ce titre même oui, de ce rapport sur les événements du Bois d'Aulne, en fait, il y a déjà une tentation d'effacer, de minimiser. Et c'est cela que l'on voit tout au long de votre livre, cette façon d'absorber l'événement qui est totalement incommensurable. oui. Je crois que la logique administrative, c'est vraiment ce que je voulais saisir. Euh, Vous savez, on parle beaucoup du pas de vague, mais je me suis dit comment je peux définir d'une phrase le pas de vaguisme. Et je me suis dit, au fond, c'est une procédure qui consiste à sauver à tout prix la bonne réputation d'une structure administrative, quitte à abandonner l'individu à son propre sort. Et je crois que cette structure-là se répète dans beaucoup d'exemples, très différents évidemment de ce qui est arrivé à Conflans-Sainte-Honorine, mais que ce qui est arrivé à Conflans exacerbe cette logique au maximum. Et donc on voit qu'effectivement, cet événement dramatique est le fruit d'un certain nombre d'éléments qui fonctionnent comme un engrenage et qui commencent de façon presque anodine. C'est pour ça que là encore on revient à la littérature, par une scène qui est vraiment presque insignifiante en elle-même et qui va avoir des conséquences énormes ensuite. Alors, pour préciser tout de suite le point, je ne rends pas, lorsque je parle de crime institutionnel, je ne veux absolument pas dire que l'institution aurait cherché la mort de son enseignant. Bien entendu que ce serait une exagération impardonnable. Mais ce qui est sûr, c'est que le traitement pédagogique de l'affaire a conduit à sous-estimer considérablement les menaces réelles qui pesaient sur lui. Voilà, ça c'est ce que j'ai essayé d'établir. Dans la façon dont vous racontez cet engrenage, il y a évidemment le point de départ, le mensonge, qui a d'ailleurs beaucoup été commenté. On a beaucoup moins parlé, en fait, de ce qui s'est passé juste après. C'est-à-dire, Oui, d'abord, les demandes d'excuses. C'est-à-dire qu'on a demandé à Samuel Paty de s'excuser oui, de son cours. Et c'est ça le préalable. En fait, absolument. le point essentiel, c'est qu'on commence par là. C'est tout à fait vrai. Alors, il y a plusieurs étapes dans les excuses. Hein. Euh, le 6 octobre, bien sûr, on demande à Samuel Paty de se justifier d'une rumeur qui a commencé le 5 et qui consiste à dire qu'il s'est comporté comme un islamophobe, hein, qu'il a désigné, pour rappeler un petit peu le cadre de la discussion, qu'il a désigné des élèves musulmans dans sa classe et qu'il a organisé une mini-rafle du Veldiv en leur disant « vous sortez ». Bon. Donc, crime islamophobe, donc ça c'est ce que dit la rumeur. Elle commence très tôt, d'une façon d'ailleurs assez floue, comme toutes les rumeurs, mais on lui demande donc de s'excuser le 6. Donc, premier tropisme de l'institution, en quelque sorte, c'est le professeur qui doit se justifier d'une rumeur dont il n'est évidemment pas responsable. Et puis ensuite, vous avez quelque chose qui est très étrange, c'est le 8 octobre,
la principale demande à Samuel Paty de s'excuser devant ses élèves s'il les avait choqués. Donc même, on emploie le terme choqué, hein, j'espère qu'on pourra revenir sur ce terme, mais déjà là vous avez une sorte de rite où le professeur est tenu de s'excuser devant ses élèves. Donc, vous avez été professeur et évidemment, ça a des conséquences sur l'autorité du professeur ensuite, parce que là, vous le mettez entre les mains, évidemment, de ses élèves, et ça a des conséquences du point de vue de l'autorité professorale évidente. Et évidemment aussi du point de vue de la faute caractérisable, ou pas. Hein. Pourquoi devrait-on s'excuser d'une rumeur dont vous n'êtes évidemment pas la cause? Et puis ensuite, il y aura bien sûr une troisième étape avec l'intervention du référent laïcité, qui scellera encore plus le sort de Samuel Paty, le sort pédagogique de Samuel Paty. Je voudrais juste conclure ce développement en disant que ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce qui nous fait passer d'un chantage et d'une rumeur, où on vise un professeur et on le menace physiquement, à finalement toute une courbe où finalement le professeur est celui qui est le responsable de cette suite d'événements malheureux. Voilà. Et donc, comment arrive-t-on à un chantage caractérisable, hein, parce que très rapidement, on se rend compte que l'élève n'est pas dans la classe, donc elle ment. On le sait 2 jours plus tard. On se rend compte très rapidement que cette campagne de haine personnalisée, où on traite Samuel Paty de voyou, est orchestrée par un fichier S, donc tous ces éléments sont connus. Et bien malgré tout, on va trouver le moyen d'accuser le professeur d'une faute, et j'espère qu'on y reviendra, d'une faute qui serait de son fait. Voilà. Donc comment on arrive de passer d'un chantage à une faute pédagogique? En fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que tout le début de votre livre, vous pointez quelque chose qui est très très rarement pointé. Oui. C'est le fait que l'évolution des lois d'orientation sur l'éducation nationale, sur l'école, aboutit à mettre en accusation le professeur, quel qu'il soit. C'est-à-dire que dans quelque situation que ce soit, le professeur est soupçonné de ne pas avoir fait son travail, d'avoir manqué de respect, mal maîtrisé. Et vous pointez la loi dite « École de la confiance » de Jean-Michel Blanquer, qui est en fait la continuité de toutes les lois prises depuis 30 ans sur l'éducation nationale. Et vous pointez les articles qui conduisent, l'air de rien, sous prétexte d'arranger les choses, parce que Jean-Michel Blanquer prétend avoir au contraire restauré l'autorité du professeur, et vous montrez très bien comment, justement, ça détruit totalement l'autorité du professeur. Oui, je crois que c'est tout à fait symptomatique qu'on ait demandé à Samuel Paty de s'excuser pour une rumeur dont il n'était pas responsable. Et effectivement, on voit bien que tout l'effort de l'administration va consister, alors là on entre vraiment dans une dimension presque tragique, à faire que Samuel Paty avoue une erreur. Hein. Et c'est des phrases que je relève dans le rapport où il est question de « c'est étrange, il n'arrive pas à reconnaître son erreur ». Donc on insiste, hein, vraiment. Évidemment, si vous prenez cette démarche administrative, et que vous la mettez en contraste avec sa déclaration à lui, parce que dans le rapport officiel, tout est reporté au style indirect, ce qui est très facile évidemment, puisqu'on fait parler les gens en fonction de ce qu'on a envie de raconter. Mais lorsqu'il parle en son nom propre, et il ne peut le faire symptomatiquement qu'en dehors de son administration, c'est-à-dire au commissariat, eh bien il dit exactement le contraire de ce qu'on essaie de lui faire dire et lui faire comprendre. Donc là, vous avez quelque chose qui va très très loin, surtout quand on pense que le contexte est celui d'une chasse à l'homme. Hein, je veux dire, c'est au moment où Samuel Paty fait l'objet d'une campagne de haine sur Internet qu'on procède à cette mise en accusation du professeur. Donc là, vous vous dites, il y a une temporalité qui est pour le moins étrange. Et en fait, on comprend bien comment l'ensemble de l'administration de l'éducation nationale est entré dans ce processus qui consiste systématiquement à se dire, pour apaiser les choses, il faut accepter la parole des parents, la parole des élèves, au même titre que celle des professeurs, et la supposée confiance va venir de cette égalité, alors même que le fondement de la transmission, c'est l'idée que celui qui est dans sa classe, le professeur, sait et doit transmettre à ceux qui ne savent pas. Et il y a là quelque chose de totalement vicieux. Vous savez, quand j'ai lu ce que vous pointez, et qu'en effet, je n'ai lu nulle part ailleurs, j'ai pensé, ça m'a rappelé le fait que, au moment de Creil,
Oui. Donc 1989, première affaire du Bien voile. sûr, bien sûr. Donc on demande l'avis du Conseil d'État, ce qui est déjà hallucinant, mais le ministre de l'Éducation nationale demande l'avis du Conseil d'État au lieu de rappeler que la circulaire Jean Z 36 interdit les signes religieux dans les classes. Bon. Oui, oui. Et le Conseil d'État, pour expliquer que c'est pas grave et Oui. qu'on peut porter Oui. le voile dans les classes, Oui. s'appuie sur l'article 10 de la loi d'orientation sur l'école qui Oui. vient d'être promulguée, celle Oui. de Lionel Jospin. Et l'article 10 dit que les élèves ont la liberté d'expression. Oui. Et en fait, on voit comment Bien sûr. une loi qui cherche à valoriser les élèves Oui. pour qu'ils s'impliquent plus dans l'école, que tout se passe bien, Oui. détruit petit à petit la possibilité pour l'école de faire son travail. Et j'ai l'impression que ce que vous pointez est en fait Mais c'est en droite tout à fait ligne, c'est la juste. continuité. C'est tout à fait juste. Je crois que là, en fait, vous savez, je crois qu'on a franchi une étape. Dans cette démission, vous savez, on parle énormément de la laïcité, on en parle, toute l'administration ne fait que parler de cela, on se dit qu'il faut mieux former à la laïcité, etc. Mais je crois que le volume des actes est inversement proportionnel au volume des paroles, et qu'il faut être extrêmement sceptique et prudent sur le fait que tout le monde veut parler et défendre la laïcité, parce que c'est dans les œuvres et dans les actes qu'on juge véritablement s'il y a défense ou non de la laïcité. Et ce que je voudrais pointer, c'est on a passé une étape, puisque là, il est question de quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Quelle est l'erreur de Samuel Paty qu'on veut absolument lui faire avouer? C'est d'avoir froissé ses élèves. Voilà, c'est le terme choqué que vous pointiez Choqué tout à ou l'heure. froissé, hein, c'est les Voilà, deux termes c'est les qu'on deux termes. utilise. Alors là, si vous voulez, si un professeur doit caler son enseignement sur le ressenti, un ressenti religieux, puisque là on parle bien des interdits religieux qui feraient qu'on serait froissé ou choqué. Hein. Il faut quand même parler du contexte, hein, qui est évidemment la caricature du prophète. Eh bien, on passe une étape, parce que comment le professeur peut-il encore faire son travail s'il doit se poser en plus la question de ne pas froisser une partie de sa classe en fonction des interdits religieux de cette classe. Alors que, évidemment, son travail, c'est de faire tout le contraire. C'est au contraire amener, partir. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la prévenance de Samuel Paty. Pourquoi est-ce qu'il a eu cette prévenance? Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, et ça a duré 2 secondes. Hein. Parce qu'il veut dire, je ne vais pas vous montrer une caricature pour vous choquer. Au contraire, je vais la contextualiser. Donc, à la limite, elle n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire ensuite. Ce qui est tout à fait différent du fait de lui reprocher d'avoir froissé ses élèves. Parce que là, vous validez un concept pédagogiquement, vous en faites une erreur et vous le retournez contre le professeur. Donc entre la prévenance et le verdict, c'est toute la différence entre quelqu'un qui fait son travail et, à mon sens, un référent laïcité qui le fait très mal. Et d'ailleurs, vous insistez sur le fait qu'on passe de quelques élèves qui auraient été choqués à les élèves auraient été choqués. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce renversement total de tout ce qui devrait être les principes de l'éducation nationale, il y a aussi cette idée qu'on va se caler sur, en fait, les plus religieux, et ceux qui, en plus, sont les plus endoctrinés par leurs parents. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est un des paradoxes qui m'a vraiment frappé, c'est que vous avez une classe, effectivement, il y a plusieurs sons, évidemment, puisqu'il y a une rumeur qui se crée. Donc il y a effectivement une position négative vis-à-vis du professeur, qui est évidemment conditionnée par une lecture pour le moins, comment dirais-je, tendancieuse de son acte de prévenance, qui est renversé en acte de stigmatisation. Bon. Alors il y a des élèves qui ont envie que ce son, que ce bruit se répande. Et ça prend évidemment tout un volume. Bon. Et puis, il y a des élèves qui disent exactement le contraire. Alors, que fait l'administration? Elle choisit de se caler sur les offensés, à tel point que ça sera l'acte d'accusation. Vous avez froissé vos élèves. Bon. Et là, on se dit, mais pourquoi généraliser? Alors qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent le contraire, qui font état d'un très bon état, d'un bon esprit du cours. Des élèves d'ailleurs musulmans. Hein, mais bien sûr, absolument. De la même manière que vous avez des parents d'élèves de confession musulmane qui ont refusé de rejoindre la Kabbale. Donc c'est très important de le dire, ça. Qui ont refusé de rejoindre la Kabbale de Brahim Shdina et de Sefrioui. Et donc, effectivement, ce n'est pas du tout une question de musulmans. Enfin, il ne faut surtout pas communautariser le débat. Au contraire, mais il faut se poser la question, pourquoi l'administration choisit de généraliser à partir des offensés la situation de la classe, en faisant quelque chose qui est faux, factuellement.
Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. À mon avis, c'est tout simplement qu'ils cèdent à la pression et qu'ils en arrivent. Ils cherchent tellement, comment dirais-je, à caractériser une faute du professeur qu'on pourrait offrir aux offensés pour les calmer, qu'on finit par reprendre la thèse de l'élève qui n'était pas dans la classe, à savoir qu'il a froissé ses élèves. Hein, c'est ce que dit la petite Z, pour reprendre le terme de Seyfriwi. Elle dira « il nous a tous froissés, nous a tous choqués ». Elle utilise le terme « choqué ». Et l'inspecteur dira « il les a froissés ». Donc, généralisation pour le moins problématique. C'est-à-dire que ça signifie là aussi que l'institution, finalement, valide la position des plus radicaux, donc des islamistes, et englobe l'ensemble des élèves de confession musulmane dans ce que les islamistes veulent donner comme image des musulmans. C'est quand même, là aussi, la pire des démissions de la part de l'institution. Et surtout, on voit à quel point, dans ce processus, personne au sein de cette institution ne comprend que ce processus est en train de se passer. C'est-à-dire que tout ça est effacé totalement, avec d'ailleurs également des collègues de Samuel Paty. Vous reproduisez l'échange de mails, le débat, de deux professeurs donc indignés qui, du coup, alimentent la rumeur et construisent cette accusation de racisme. Parce qu'au cœur du problème, et vous le montrez très bien, il y a cette accusation de racisme, qui est sans doute la plus grande trouille de tous les professeurs. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a partout en France des professeurs qui n'ont qu'une trouille, c'est d'être accusés de racisme. Tout à fait. Et ça modifie leur façon même d'enseigner. Tout à fait. Mais je voulais juste revenir un petit peu auparavant. Vous signaliez quelque chose de très important, c'est qu'effectivement, il y a une bourde pédagogique fondamentale dans la version officielle de l'administration. Cette version est très importante puisqu'elle sera reprise par l'Éducation nationale. C'est l'inspection générale qui donne sa version des faits et le rectorat dira voilà, on a fait le tour des choses, tous les faits, rien que les faits, dit la rectrice, comme si on avait fait le tour de toutes les questions. Donc on peut se baser sur ce rapport pour donner aux Français, puisque c'est un acte public, on leur explique ce qui s'est passé quand même, c'est pas rien. Ce qui s'est passé. Bon, voilà. Alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ce rapport tourne, enfin, au cœur du rapport, il y a une bourde pédagogique fondamentale qui consiste à valider la notion d'offense. Quand on enseigne la laïcité, il faut faire le contraire. Bien sûr. Bon. Et donc, si vous voulez, je me suis dit, mais il n'y a donc personne dans toute la chaîne de commandement de l'inspection générale ou de l'éducation nationale qui ne s'est aperçu de cette bourde fondamentale. Alors là, je me suis dit, il y a deux options. Ou bien ils ne l'ont pas vu. Moi, j'ai entendu quand même des personnes très proches de la cellule du Conseil des sages de la laïcité disant on a lu le rapport dans les grandes lignes. Bon, moi, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ou bien ils ont lu dans les grandes lignes, et c'est quand même très grave, parce qu'on parle quand même de la décapitation d'un enseignant, ou bien ils ont très bien vu le problème et ont décidé de ne pas en parler, ce qui me paraît tout aussi problématique. Je pense qu'en fait, oui, il y a une espèce d'omerta progressive, mais ça, on va y revenir. Le problème est que vous montrez comment, en fait, cette institution s'est donc calée sur l'agenda et la stratégie d'un islamiste notoire, c'est Seyfriwi, tout le monde le sait. Et qui ne sait pas à son premier coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous montrez en fait comment tout cela est un problème global. C'est-à-dire que là, on est dans un processus individuel. Il se trouve qu'il y a Seyfriwi, il se trouve qu'il y a cette petite Z qui a cette jeune fille qui a sa propre problématique qui est de se couvrir parce qu'elle a été exclue. Mais ce que vous montrez, c'est qu'en fait, il y a un agenda islamiste fondé sur justement cette notion d'offense, ce renversement de la notion de respect, et que tout le monde se coule là-dedans. Vous pointez l'administration, mais vous pointez aussi, par exemple, les chercheurs en sciences sociales, certains partis politiques, et tout le monde accepte cet agenda des islamistes. Cette réintroduction du blasphème, pour dire les choses très simplement, par un autre nom, et on le fait comment? On le fait par le ressenti, par l'émotionnel. C'est là où, si vous voulez, il y a il me semble que si on simplifie l'évolution pédagogique que vous signaliez, que vous pointiez du doigt au départ, il y a vraiment des étapes comme ça. On a commencé par faire dresser un culte de l'élève, donc mettre la parole du professeur, son enseignement sur le même plan que l'élève. On le voit très bien dans l'école de la confiance. C'est vraiment
une sorte d'égalisation des positions. Puis ensuite, on a fait un culte au ressenti de l'élève. Hein, et puis maintenant, sur le ressenti religieux de l'élève. Donc, si vous voulez, là, on arrive vraiment à l'étape ultime de la négation de la laïcité et de son enseignement possible. Et c'est pour ça que Samuel Paty, qui est très conscient de ce qui lui arrive, hein, on a essayé d'en faire quelqu'un d'un peu brouillon, qui ne savait pas très bien comment s'y prendre, il est très conscient de deux choses. Il est très conscient qu'il y a des islamistes qui essayent de perturber son cours, donc qui ont un agenda qui consistait évidemment à contrôler le contenu de ce que peut dire un professeur, de ce qu'il peut enseigner. Ça c'est le premier point. Et puis aussi, il est très conscient du piège dans lequel sa propre administration essaie de le tomber. Et c'est pour ça que tout ce qu'il dit est très important. Quand il dit « la République ne reconnaît pas le blasphème », c'est pas pour rien qu'il le dit. Bien entendu. Et vous citez aussi cette sorte de plaisanterie tragique quand il répond, voilà, pour dire « bon, bah, écoutez, je pense que la prochaine fois, je ferai un cours, non pas sur la liberté d'expression, mais sur la liberté de circulation en Chine, au moins tout le monde sera tranquille. » Et la censure en Chine, oui. La censure sur Internet en Chine, oui. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'en gros, on est en train de lui expliquer qu'il faut arrêter, voilà, de chercher les ennuis. Alors, vous savez, il faut creuser cette idée-là, parce que c'est tout à fait... les plaisanteries sont toujours capitales, parce que c'est là où les véritables relations de pouvoir peuvent se dire. C'est pour ça que l'humour est si important, bien entendu. Non, ce que je voulais vraiment pointer du doigt, c'est le fait que lorsque... il décrit ce jeu disciplinaire, parce qu'au fond, mieux enseigner la laïcité, c'est aussi un jeu disciplinaire du rectorat qui contrôle les enseignants, hein, puisque c'est toujours les enseignants qui sont coupables. Donc, c'est une façon, en quelque sorte, de tenir sous sa coupe ce que pourrait enseigner un professeur, et surtout réintroduire petit à petit l'idée que au fond, les enseignants doivent désormais accepter que le ressenti religieux de leurs élèves prime sur ce qui serait l'enseignement laïque élémentaire, qui est au contraire de les extraire pour les aider à se confronter à la pluralité des opinions et à l'esprit critique et à penser par eux-mêmes. Bon. Donc c'est juste le sens contraire qu'il aurait fallu prendre. Et véritablement, ce qui est dramatique, parce que là on parle vraiment de pédagogie, mais si on se replace dans le cadre de ces 2 semaines fatidiques, ce qui est dramatique, c'est qu'on confirme la rumeur au moment où on prétend l'éteindre. Si vous dites qu'il a choqué tous ses élèves, si vous reprenez cette thèse, qui est fausse, mais si vous la reprenez, ben vous allez avoir beaucoup de mal à éteindre une rumeur qui dit exactement la même chose. Donc c'est ça qui est très étonnant, c'est que l'administration se dit c'est bizarre, on n'arrive pas à éteindre cette rumeur qui court. Hein. Alors ils donnent des gages, hein, puisqu'il y a beaucoup de services qui sont impliqués, la préfecture, les services de renseignement, la police. Bon, on va calmer les choses, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et en réalité, rien n'est sous contrôle, la rumeur continue et on sait très bien comment ça s'est terminé. Alors, on pourrait vous répondre, mais enfin, Jean-Michel Blanquer est celui qui a fait le plus sur les questions de laïcité, il y a donc ce Conseil des sages, il y a maintenant il y a eu une charte de la laïcité, ça date de François Hollande, mais ça a été réactivé, etc. Donc en fait, ça y est, on a bien pris conscience du problème. D'ailleurs, il y a aussi eu la loi séparatisme, qui intervient 2 semaines avant l'assassinat de Samuel Paty, et ce n'est pas non plus anodin, bien sûr. Et d'ailleurs, après l'assassinat, Jean-Michel Blanquer s'est attaqué aux islamo-gauchistes, etc. C'est donc bien que tout le monde a compris le problème. Vous montrez que c'est pas tout à fait le cas. Voilà, moi c'est pas du tout une croisade personnelle, parce que malheureusement, si ça dépendait que des individus, ça serait pas très grave. On dirait qu'il faut juste changer les individus. Ce qui est très grave, c'est que les ministres passent, mais la logique du pas-de-vaguisme reste. Je serais soulagé si c'était le cas, et je serais le premier à reconnaître qu'on aurait passé un cap et qu'on se battrait effectivement, si l'administration avait choisi de ne pas couvrir ce rapport et avait fait une véritable autocritique, d'abord un véritable récit des faits, et puis en prenant en compte la parole du premier concerné, ce qui paraît la moindre des choses, ce qui n'est pas le cas dans le rapport, et puis aussi si ce rapport avait dit qu'effectivement, la décapitation d'un enseignant est un acte trop grave pour qu'on continue de couvrir la faute pédagogique centrale qui est celle du référent laïcité qui lui reproche
d'avoir offensé, enfin froissé ou choqué ses élèves. Et si vous voulez, dans la mesure où ce rapport dit que le référent s'est très bien comporté, et donc exonère tout le monde, hein, évidemment que c'est un rapport fait pour innocenter l'administration, dans la mesure donc où l'éducation nationale continue de regarder ce rapport comme la base de ce qui s'est passé et à valider toutes ces conclusions, je me dis qu'on est très loin en fait de l'autocritique. Elle s'est d'ailleurs jamais produite, hein, l'administration n'a jamais produit la moindre autocritique. Elle s'est trouvée très compétente, très efficace, avec quand même au bout un professeur qui rentre seul, parfois accompagné d'un collègue, mais est-ce que c'est la fonction d'un collègue de jouer celle du garde de corps? J'en suis pas du tout sûr. Et bon, solution pour le moins hasardeuse et aléatoire. C'est d'autant plus important que vers la fin du livre, vous montrez aussi à quel point c'est l'ensemble de la société qui est imprégné par, en fait, cette espèce de syndrome de soumission à l'agenda islamiste. Et en particulier, vous écrivez « La transition de la pensée décoloniale à l'islamisme n'est pas un fantasme, cette jonction est tout simplement un fait, c'est-à-dire toutes les études décoloniales. » Alors, d'abord, je voudrais que vous expliquiez exactement comment vous en arrivez à cette affirmation qui est donc démontrée très précisément justement par les liens intellectuels qui se posent. Bien sûr, qu'est-ce qui est fascinant dans le siège qui est fait autour du collège par Sefrioui? Qu'est-ce qui est fascinant? C'est que tous les arguments qu'il utilise sont des arguments décoloniaux. Donc vous avez une collusion objective, si vous voulez, de fait entre l'islamisme, représenté par Sefrioui, et les types d'arguments, puisqu'on va évidemment attaquer le collège en disant que c'est là, vous vous souvenez la phrase, c'est là que l'abject a encore eu lieu, hein, dit Sefrioui. Et l'abject, c'est quoi? C'est évidemment, on utilise la laïcité pour mener une guerre contre les musulmans. Ça, ce terme de guerre contre les musulmans, que vous pointez, il est utilisé par des partis politiques, par des leaders politiques, qui expliquent qu'il y a, et par des intellectuels ou des journalistes. On peut citer Edoui Plenel, Jean-Luc Mélenchon, qui parlent d'une guerre aux musulmans. Bien sûr. Ce qui est l'argument de Sefrioui. Mais absolument. Je crois que ce qui est important dans cette enquête, c'est que vous partez du singulier, vous partez d'une situation singulière. C'est très facile de raisonner dans l'abstrait. Mais dès qu'on part du singulier, moi j'ai envie de les mettre au défi, de nous expliquer pourquoi Sefrioui utilise des arguments décoloniaux. Donc si vous voulez, on est bien obligé de... Vous savez, ce sont des spécialistes d'un argument que j'ai toujours trouvé très spécieux, qui consiste à dire « vous êtes raciste sans le vouloir ». Hein, les antiracistes professionnels qui nous entourent vous expliqueront que le blanc, c'est pas de sa faute, il est raciste même quand il veut être antiraciste. Bon. Mais par contre, si vous leur expliquez qu'ils sont dans une collusion avec l'islamisme, ils vous diront mais pas du tout, nous avons toujours rejeté. Donc, alors, dans leur cas, leurs intentions sont sacrées. Voyez, donc ils n'appliquent pas à eux-mêmes la méthode qu'ils appliquent aux autres, à leurs adversaires. Et ça, c'est quelque chose de très frappant. C'est d'autant plus frappant que cette collusion, en fait, rejoint exactement la question pédagogique que vous soulevez. Le jour même de l'anniversaire de la décapitation de Samuel Paty, dans une émission de la chaîne parlementaire, Alexis Corbière a expliqué que le rôle d'un professeur était de prendre en compte, de ne pas choquer, de ne pas choquer en fait ses élèves. Il reprend ce terme, ne pas choquer. Absolument. Et il s'est ensuite expliqué quand il y a eu une polémique sur ses propos, en disant je n'ai fait qu'expliquer que la base de la pédagogie, c'est de s'adapter à ses élèves. Oui. Donc on voit bien que c'est bien le cœur du débat, cette question de savoir ce que ça signifie s'adapter à ses élèves. C'est un concept qui n'aurait jamais dû être validé pédagogiquement, froissé, choqué, parce que ça renvoie nécessairement à un interdit religieux et que vous ne pouvez pas inféoder un enseignant ou son enseignement à un interdit religieux sans contradiction. Et le cœur de la pensée décoloniale vient justement de ce renversement là aussi, c'est ce que vous montrez, c'est l'idée que le ressenti de celui qui se sent discriminé devient réalité. C'est-à-dire que même s'il n'y a eu aucune intention raciste ni aucune volonté de discriminer, si
quelqu'un se ressent, voilà. s'il décide qu'il est discriminé, c'est validé. C'est un acte autoritaire, autocratique, absolument. Donc qui met l'autre dans la main de l'offensé, en quelque sorte. Et tout ce mouvement-là a été complètement accéléré par le traitement pédagogique de l'affaire à Conflans-Sainte-Honorine. Absolument, ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans une conjonction entre cette pensée décoloniale qui se construit sur le ressenti des individus et la volonté des islamistes de faire avancer leurs idées. C'est-à-dire qu'on est dans cette tenaille entre une pensée qui est directement importée des États-Unis et de toutes les études sur le racisme, le privilège blanc, etc., et un agenda islamiste qui, lui, est déjà présent depuis longtemps, évidemment, dans les banlieues françaises. Et cette tenaille est en train de se refermer sans que personne ne comprenne que ça se joue pour beaucoup à l'école. Absolument. Mais vous savez, moi je vis en Angleterre et donc j'étais très, très intéressé par ce qui est arrivé à la Batley Grammar School, où vous avez exactement la même situation. Donc vous avez des intégristes qui débarquent et qui disent « vous ne pouvez pas montrer une caricature de Charlie Hebdo, même dans un cours sur le blasphème, c'est intolérable, etc. » Et vous avez des élèves qui disent « mais nous, on n'a pas du tout été choqués ». Bon, donc une situation très similaire, mais à ceci près que l'administration, la position de l'administration, ça a été d'exfiltrer le professeur et sa famille d'ailleurs, de façon anonyme, et de présenter ces plates excuses aux intégristes. Bon. C'est une solution qui est pour le moins critiquable, mais qui a l'avantage de la clarté. Alors qu'en France, on fait la même chose, mais en donnant l'impression du contraire. Et c'est ça qui est très grave. C'est qu'on a l'impression, on valide ces notions-là, on cède à la pression des islamistes, en donnant l'impression qu'on défend la laïcité. Et c'est ça qui est beaucoup plus pervers en France. Quand on sort de la lecture de votre livre, on est... profondément, j'allais dire profondément déprimé. D'abord horrifié de penser à ce qu'a vécu cet homme, de s'imaginer la solitude de cet homme sur le chemin de la sortie de son collège. Les déceptions accumulées au niveau hiérarchique. Et vous avez cette phrase absolument terrible au début du livre, on est passé du vivre ensemble au mourir seul. Absolument, c'est tout à fait l'objet du livre. C'est une solitude qui est construite administrativement par une série de décisions et de bienveillance truquée, où on fait semblant de le défendre tout en l'accusant d'une chose fausse, etc., où on le sert. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sa déclaration du 13 est si noble et si importante, hein, parce qu'il dit « je n'ai commis aucune infraction dans l'exercice de mes fonctions ». C'est vraiment une déclaration je dirais, extrêmement émouvante en réalité, de quelqu'un qui ne veut pas être pris dans un engrenage, innocent dans un monde coupable, comme disait François Truffaut. Mais oui, absolument, je pense qu'il faut vraiment partir du singulier et prendre la mesure de ce qu'a signifié pour Samuel Paty, non pas le collège et la structure administrative, de passer par cette épreuve. Avec aussi l'impression que finalement... ils ont tous réussi, c'est-à-dire que certes la figure de Samuel Paty est devenue emblématique, on l'a presque héroïsé, oui, ça c'est vrai. Mais on a totalement vidé de sa substance cet événement, il a été absorbé et la mécanique que vous décrivez va continuer. La prochaine fois, ce ne sera pas exactement la même chose, forcément. Ce sera très grave. Ça passera par un autre biais, mais puisque cette mécanique est toujours là, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Oui, Natacha, je crois que le paradoxe central, c'est qu'on a profité de la décapitation d'un professeur par un islamiste, après une cabale basée sur un mensonge d'une élève qui n'était pas dans la classe, pour valider la notion d'offense, en quelque sorte. C'est quand même incroyable, alors qu'on aurait dû faire exactement le contraire. Et ça, de ne pas le dire clairement, de ne pas le dire ouvertement, qu'il n'y ait pas d'intellectuels qui se saisissent, qui sont des spécialistes de la laïcité pour dire « ce rapport est hautement critiquable, nous ne pouvons pas continuer sur cette base-là », est extrêmement perturbant, je pense, pour notre communauté républicaine à tous. Vous pensez que c'est l'inconscience généralisée qui prévaut, c'est la lâcheté, notamment chez les enseignants, ont-ils conscience de cette mécanique ou pas ?
Je crois qu'il faut être très honnête, là aussi, les enseignants sont parfois les premiers à aller dans ce sens, dans cette logique, hein. Les syndicats ont été les premiers à condamner Paty pour avoir fait ce qu'ils appellent une erreur, hein. Il faut comprendre ce que c'est qu'une erreur, c'est d'offenser, hein. Donc, bon, on a évoqué ce point. Donc là, vous avez effectivement une fracture au sein du monde enseignant, et puis au sein des élèves aussi, hein. Il faut aussi ne pas se voiler la face. Je crois que le grand problème, c'est qu'on ne dit pas aux Français la réalité de ce qui se passe à l'éducation nationale, la réalité de la violence qui s'y déroule, et aussi la violence contre les professeurs, qui est de toutes celle qui est la plus impardonnable, parce je veux dire, il n'y a plus d'enseignement possible. Et si le professeur devient le variable d'ajustement dans tous les cas de litige, il n'y a plus d'enseignement possible. C'est-à-dire que la transmission du savoir et de la culture n'est plus possible. Et encore plus si on valide la notion d'offense, puisque vous savez qu'il y a des élèves qui sont offensés par des pièces de Molière maintenant. Donc, alors on va faire quoi? On ne va plus enseigner Molière parce que ça va froisser certains élèves et on dira que c'est toute la classe qui est froissée. On va dans une impasse, c'est évident. Donc, moi, vous savez, vous avez parlé de la cruauté. Pour moi, c'est un concept très important, de même que la littérature c'est une école du singulier. Je pense que c'est aussi une école de la cruauté. La cruauté, c'est ce qui reste du réel quand on enlève tous les éléments de langage. Et c'est ce que j'ai essayé de restituer dans ce livre. Ôter les éléments de langage, qu'est-ce qui reste? Écoutez, oui, je pense que dans l'idéal, il faudrait que absolument tout le monde, et en particulier au sein de l'éducation nationale, lise votre livre et prenne enfin conscience. Parce que la solitude que vous décrivez, la mécanique de cet homme totalement broyé, de façon mais implacable, Oui. pas seulement par des salopards, et c'est tellement facile de Bien penser sûr. que c'est par des salopards, Ça serait mais confortable, oui. par les lâchetés, les abandons, les reculs. Oui. Toute cette mécanique-là, elle existe encore. Elle existe et elle ne dépend pas des personnes. Moi, j'accuse aucune personne. C'est vraiment pas un livre où j'essaie d'établir des responsabilités juridiquement, la principale, etc. Non, non, moi, j'essaie de comprendre des fonctions, hein. Donc, c'est pas du tout des attaques personnelles, mais ce qui est très frappant, c'est que cette logique n'a pas été assumée et on n'en a pas fait l'autocritique. Alors que, il me semble que l'événement d'une décapitation d'un enseignant ne peut pas être un acte qu'on va oublier ou sur lequel on va produire un discours qui est absolument contraire à tout ce que Samuel Paty essayait d'enseigner avec la meilleure intention du monde. Et ce qui est très frappant, c'est que cette prévenance qui a été retournée en acte de stigmatisation est évidemment le fait des islamistes, mais est aussi le fait de son administration à bien des égards. Et ça, c'est très perturbant. Merci beaucoup, Judith Zinota. Ça s'appelle « J'ai exécuté un chien de l'enfer », rapport sur l'assassinat de Samuel Paty. C'est publié aux éditions du Cherche-Midi. Merci à vous.